Suisse. La Suisse devrait-elle notamment légaliser le cannabis et s'inspirer, pourquoi pas, de ce qui se fait en Uruguay, premier pays à étatiser cette substance au niveau national. Aux États-Unis, on sait que seul l'État du Colorado, et ça aussi c'est assez récent, a légalisé le cannabis. D'autres pays pourraient leur emboîter le pas. Et donc, pourquoi pas la Suisse? De cette question-là et d'autres questions de sécurité et policière aussi, nous allons discuter avec vous, Olivier Guégnat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité ici à Lausanne, en ce lundi de Pentecôte jusqu'à 8h. On a du temps pour parler. Vous êtes le chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel et vous avez rendu vendredi dernier, donc c'est tout frais, à l'Office fédéral de la santé publique, le rapport dans lequel vous tirez les conclusions de votre séjour en Uruguay. Et donc vous nous donnez quelques conclusions en primeur. On vous en remercie. Olivier Guégnat, vous êtes parti en Uruguay donc sur mandat de la Confédération, c'est ça, de l'OFSP? Alors, pas tout à fait sur mandat de l'OFSP, alors en accord avec l'OFSP qui a financé le voyage, parce qu'il y a un intérêt évidemment à ce titre-là. Donc je fais partie de deux commissions, la commission fédérale pour les questions liées aux drogues et le groupe d'experts suisses, experts en formation des dépendances. Donc c'est à ce titre que je me suis déplacé avec Jakob Huber, qui est le président de ce dernier groupe. Et vous avez rencontré des personnalités là-bas. L'Uruguay est donc en train de mettre en place cette nouvelle loi qui vise à légaliser le cannabis. On le rappelle, on donne le cadre. Les consommateurs âgés d'au moins 18 ans qui résident sur place et qui sont inscrits sur un registre peuvent acheter 10 grammes de marijuana par semaine, c'est ça? 10 grammes par semaine, oui, 40 grammes par mois. Oui. Et donc le cannabis peut y être aussi cultivé pour un usage personnel. Ça, c'est une particularité. En plus, le cannabis à domicile peut être cultivé. Il faut avoir une licence de cultivateur et on peut avoir 6 plants par foyer. Oui, alors donc vous êtes parti sur place en Uruguay. J'ai envie de vous poser la question simplement. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher, cette expérience-là? Alors pour l'instant, elle n'est pas encore mise en œuvre. Donc le jour où j'arrivais, le règlement était publié. Donc c'est tout récent. Donc ils vont mettre en œuvre avec la vente en pharmacie, avec les social clubs, les clubs membres, qui vont aussi pouvoir avoir une activité légale. Ouais. Alors pourquoi vous êtes rendu en Uruguay, pas au Colorado? L'Amérique est peut-être un peu plus proche de nous, sociétalement, dans les mentalités. On sait que le Colorado a légalisé ça. Pourquoi l'Uruguay spécifiquement, Olivier Guégnat? Alors je connaissais déjà l'Uruguay parce que je m'étais rendu en 2001 pour donner un cours à la police sur les auditions et aux magistrats aussi sur les auditions des victimes d'abus sexuels. J'étais séduit par ce pays, donc j'avais une attirance naturelle vers ce pays. Pendant que j'étais là-bas, les membres du Colorado qui étaient responsables de la dépénalisation ou du marché, de la régulation du marché au Colorado étaient en Suisse. Ouais. Et quelle est la différence que vous feriez entre le Colorado et l'Uruguay en matière de libéralisation du cannabis? C'est très différent. C'est très différent. Le Colorado a un modèle de libéralisme total, donc un business model en quelque sorte. À l'américaine, ouais. À l'américaine. Et puis l'Uruguay a un modèle, on va dire, responsable, où l'État contrôle le marché de A à Z. D'accord, donc on a un modèle étatique en Uruguay, un modèle totalement business, c'est du commerce au Colorado, c'est ça? C'est ça, c'est le fric qui va dominer au Colorado. C'est le fric qui domine, donc, en Uruguay, pas du tout. L'État espère autofinancer son projet pour pouvoir investir dans la prévention, c'est ça qui est original. Donc ils vont obliger les écoles à avoir des programmes de prévention à l'école, et c'est comme ça qu'on va contrôler la demande finalement pour la faire diminuer. Ouais. C'est par l'éducation, c'est par la prévention. D'accord, donc l'expérience du Colorado, si je vous comprends bien, ne vous séduit pas, en tout cas c'est pas la bonne manière, en tout cas c'est pas celle qui a priori serait transposable en Suisse. Ah non, moi je préfère un contrôle fort de l'État. Ouais. Alors ça, sur un plan personnel, je m'y inscris sur tous les plans. Par contre, laisser le marché s'autoréguler comme ça, sans véritable règle, c'est prendre un risque qui est assez immense. Vous ne voyez a priori, parce que vous l'avez dit, ça va démarrer en Uruguay, vous ne voyez a priori rien de négatif dans cette expérience uruguayenne? Non, je pense qu'ils vont réussir. J'ai rencontré le ministre du Travail et du Social, Julio Calzada, un type extraordinairement humain, parce qu'il vient de Terre des Hommes au départ, et c'est lui qui est président de la Junta de Drogas, le Conseil des drogues, la Junta Nacional des Drogas en Uruguay, et il est terriblement responsable. Donc son pari, finalement, vraisemblablement est gagnant sur le long terme. Donc ils vont préparer une nouvelle jeunesse, finalement, dans leur pays, la jeunesse 2.0 en quelque sorte, qui sera fortement imprégnée de la responsabilité sur un plan de la santé. Et je suis sûr qu'ils vont diminuer la pauvreté, vont diminuer la violence, ils vont diminuer la criminalité avec leur projet. C'était la raison même pour laquelle ils ont choisi ce chemin.
C'est pas un modèle qui est transposable d'un pays à un autre directement. Pas tel quel, mais on peut s'en inspirer. Oui, bien sûr qu'on peut s'en inspirer. Ça sera un laboratoire fantastique par rapport à tout le monitoring. Ils ont mis sur pied une étude de toutes les variables sur un plan économique, agricole, criminel aussi, bien entendu, et la santé publique aussi, pour voir l'évolution de leur projet. Et ils vont pouvoir corriger leur chemin si jamais les indicateurs montrent que c'est pas forcément le succès qui est escompté. Donc nous, depuis la Suisse, on va observer ça avec un œil très très attentif. Oui, oui. Et vous avez une idée derrière la tête, Olivier Guénia? Non, moi je suis pas un promoteur. Vous n'êtes pas ni un politique d'ailleurs, mais non, enfin tout est politique. Moi, vous c'est la imaginez sécurité bien qui m'intéresse. C'est la sécurité qui vous intéresse. C'est de séparer les marchés, c'est de ne pas obliger des gens à aller dans le marché noir, donc de prendre des risques, de violer la loi systématiquement quand ils veulent obtenir le produit. Donc c'est ça qui m'intéresse en filigrane, c'est d'augmenter la sécurité. Ça veut dire qu'en Uruguay, on l'a dit, c'est 10 grammes de marijuana par semaine. C'est beaucoup 10 grammes ou pas Non, c'est une consommation moyenne d'un fumeur chronique. D'accord, donc c'est pas des doses qu'on va pouvoir que ces gens-là vont pouvoir revendre au marché noir. Non, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Il y a un sondage qui montre que 80% des fumeurs vont s'inscrire ou ont l'intention de s'inscrire à l'État pour pouvoir consommer. Pas consommer légalement, parce que l'Uruguay a déjà dépénalisé en 1974 toutes les consommations de drogue. Dans leur constitution, ils ont ça d'original, que l'article 10 de leur constitution dit qu'on ne peut pas judiciariser les gens par rapport à leurs droits privés. Et la consommation est un droit privé. Oui. Tant qu'ils ne nuisent pas à des tiers, hein, bien évidemment. Et ils appliquent cet article depuis 1974. Ils sont sortis d'une dictature, faut pas l'oublier. Donc ils ont une vision assez libérale sur un plan privé. Et puis maintenant, le fait de dire... Ils sont liés par une convention internationale sur les stupéfiants, hein, oui. de l'ONU. Et ils sont embêtés avec cette convention. Vienne, hein. La convention de Vienne. Et ils postulent que maintenant, les droits humains sont supérieurs, sur un plan des conventions des droits humains, des droits de l'homme hein, en particulier, par rapport à la Convention sur les stupéfiants. Il y a un traité des traités, des conventions sur un plan international, et ils ont un avis de droit dans ce domaine qui leur permet finalement de ne pas appliquer la Convention de Vienne sur les stupéfiants par rapport aux droits humains. Alors ça c'est hyper intéressant, Olivier Gagné, on est presque dans une question de philosophie du droit. Le droit humain, sous-entendu le droit de fumer chez soi du cannabis, non, serait pas ça, plus important que celui qui nous l'interdit. C'est le droit à la santé. Non, c'est le droit à la santé, de ne pas être confronté à la violence, de ne pas obliger les gens à enfreindre la loi est supérieur finalement par rapport à une convention internationale. Ah, le droit à ne pas enfreindre la loi, c'est-à-dire j'enfreins la loi si je consomme ou si je vends, etc. C'est ça. Hein. Je passe la barrière d'illégalité. Oui, puis en plus ils ont un problème par rapport aux gangs. Les gangs, enfin les mafias du cannabis, donc qui engendrent des morts, hein, donc ils ont une augmentation qui est mesurée. Et par rapport à ça, les droits humains, donc de ne pas être tué dans le cadre d'un trafic, sont supérieurs aux conventions internationales sur les stupéfiants. C'est très intéressant comme raisonnement. On ne pourrait pas l'avoir en Suisse, hein, directement. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Non, puisque la consommation est interdite. Ouais. Donc forcément, c'est tout clair, est interdit en Suisse. Ouais, donc forcément, on ne pourrait pas avoir directement le même raisonnement. Et on n'a pas d'agenda législatif non plus. Il y a eu une votation qui a été refusée par le peuple en 2006 ouais. de manière assez nette. Et il n'y a pas d'agenda 63% législatif. de refus. Ouais. 63% de refus, donc très très net. En Uruguay, c'est intéressant parce que si on sonde la population... Ils n'ont pas voté les Uruguayens. Hein. Le Parlement a voté. Le Parlement, mais pas la population. 49 contre 51 députés. Et puis aujourd'hui, un dernier sondage, pendant que j'étais en Uruguay, a été publié où pratiquement 70% des députés maintenant sont favorables à cette loi, à cette modification législative. Si le peuple avait voté en Uruguay, ça aurait donné quoi? Il n'y a pas ce droit référendaire comme en Suisse avec cette démocratie directe, mais il aurait refusé. Il aurait refusé, oui. Et aujourd'hui encore. Ouais. Dernier sondage à plus de 60%. Donc finalement, les Uruguayens sont comme les Suisses. Non, mais c'est la population. Au niveau citadin, on est plutôt ouvert à une réglementation, une régulation du marché. Et quand on va dans les campagnes, évidemment, là, on est plutôt fermé, plutôt conservateur. Olivier Gagna, vous parliez des mafias, etc. Avec ce nouveau cap en matière de contrôle de cannabis par l'État en Uruguay, vous pensez que ces mafias vont disparaître, le deal de rue, tout ça, ce marché noir? Oui, bien sûr. Oui. Et surtout, ils ont réussi le pari de séparer le marché du cannabis du marché de la cocaïne. Parce que les deux sont, d'une certaine manière, entremêlés. Et ça, c'est très, très important. Qui tient le marché là-bas? Les Paraguayens, en particulier, les Argentins aussi, en fait, les pays voisins hein, de l'Uruguay. Et
si en Suisse on faisait la même chose, en tout cas disons cette expérience transposée à la Suisse, fini les dealers dans les rues, fini les mafias qui tiennent ça? Alors, on peut pas dire fini, il restera toujours un marché résiduel. L'avantage, c'est que la police aura plus de temps pour lutter contre ce marché. Mais évidemment, il y a une activité criminelle qui va vraisemblablement encore continuer. Par contre, l'offre illicite va s'effondrer sur un plan par rapport au marché du cannabis. C'est certain. Il sera en vente en pharmacie, on pourra en cultiver à la maison. Il y aura les clubs membres qui vont... On va y venir dans un instant, hein, c'est Cannabis Social Club, ouais. Ouais, les social clubs qui vont fleurir. Donc forcément, le marché noir va disparaître dans son immense majorité. La Suisse, vous allez faire quoi? Vous allez monitorer ce qui se fait en Uruguay, peut-être y retourner à reprises réitérées? Ouais. Oui, on va y retourner en tout cas une fois par année pour suivre le monitorage. Mais on va aussi participer vraisemblablement à ce suivi scientifique. Ce suivi scientifique sur un plan de la santé, de la criminalité, à n'en pas douter. Donc votre rapport a été publié, en tout cas rendu vendredi dernier, c'est ça, Olivier Gagna? Oui, vous avez déjà des échos, un feedback? Non, pas de feedback, c'était le week-end, donc c'était on l'a rendu vendredi soir. Donc il n'y a plus personne à l'Office fédéral de la santé publique, à mon avis. On ne travaille pas les lundis de Pentecôte. Vous espérez quel feedback, franchement? Vous imaginez quel retour? Mais on va avoir un retour vraisemblablement très positif par rapport à cette expérience, très intéressé. Mais encore une fois, il n'y a pas un calendrier législatif. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en Suisse, on va pas avoir un contrôle national de la situation. Par contre, il y a des villes qui vont prendre des initiatives. Je pense ici à Winterthur, qu'il a déjà annoncé, Zurich, Bâle, Berne, Genève aussi, qui a fait un travail aussi fantastique sur un plan politique. Et celles-là vont prendre des initiatives. Ça veut dire qu'on est obligé de se préparer à cela. Et si on peut s'y préparer en étant plus intelligent, on aura gagné déjà une longueur d'avance. Oui, adhérer à un club pour pouvoir fumer un joint, c'est l'idée qui est lancée par un groupe interparti de députés genevois. L'idée séduit plusieurs autres villes suisses. On retrouve tout de suite les explications de Julien Magnolet. Pour nous, le contrôle est absolument nécessaire, d'une part du point de vue de la qualité du produit, puisque le taux... Voilà, on retrouve Julien Magnolet, si on l'a, oui je crois qu'on doit l'avoir, Julien Magnolet qui nous explique l'idée de ces social clubs. Est-ce qu'on a Julien Magnolet? Non, pas pour l'instant. Bon voilà, le social club, c'est Cannabis Social Club tel qu'on veut les mettre en place à Genève. Olivier Gagna, ça c'est une bonne idée? Oui, alors... je ne me sens pas convaincu. Non, moi j'ai toujours un souci sécuritaire. J'aimerais pouvoir chasser les drogues de l'espace public pour avoir un minimum de désagréments entre pairs finalement. L'espace public nous appartient à tous les citoyens. Évidemment, si on y enfreint la loi dans cet espace public, on est moins confortable. Vous voulez privatiser la consommation, quoi? C'est vraiment moi, ça? J'aimerais la confiner dans l'espace privé. Ouais. Alors, c'est un vœu pieux. Je le dis comme ça parce que j'ai un souci sécuritaire. Maintenant, s'il y a des social clubs avec des autorisations, un régime d'autorisation, que des gens aillent s'approprier, se ravitailler en cannabis dans ces social clubs, alors je le vois pas. C'est pas un lieu privé, le social club? Mais il sera privé. Simplement, quand on va chercher son cannabis et puis qu'on rentre chez soi, évidemment, on traverse l'espace public. C'est pour ça que j'ai un petit souci de pouvoir distinguer qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite. Mais si la personne a son autorisation, son sachet scellé, j'y vois pas véritablement d'inconvénient. D'ailleurs, j'ai des contacts avec plusieurs pays qui connaissent ce régime-là, notamment l'Espagne en particulier, et ça fonctionne plutôt bien. Oui, c'est comme une ordonnance pour un médicament, finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout de délier le consommateur du marché noir, le délier de commettre une infraction par rapport, et puis de contrôler la qualité aussi du produit, hein, parce que le produit sur le marché noir est de mauvaise qualité, faut le dire, pour des raisons de stockage, hein, pour des raisons de voyage aussi. Quand le cannabis vient du Maroc jusqu'en Suisse, vous imaginez qu'il traverse une épopée qui est pas forcément très saine. Ouais. Donc s'il y a un contrôle des graines, s'il y a un contrôle du taux, un contrôle de qualité, c'est ce qui existe dans les social clubs, évidemment, là on ne peut y voir que des avantages. Ouais, on ne peut y voir que des avantages. Vous n'y voyez que des avantages, Olivier Gagna. Qu'en est-il des autres drogues à ce moment-là? Peut-être l'Uruguay, puis on revient vers la Suisse. Qu'envisage-t-il par rapport à l'héroïne,
la coke, etc. Alors ils ont un gros problème en Uruguay avec la cocaïne. Évidemment, le projet initial était puisque tout est dépénalisé au niveau de la consommation, mais de réguler le marché sur un plan de la cocaïne est immensément plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'elle provient des Andes, et c'est une culture endogène qui n'est pas transposable en Uruguay. Donc comment prendre le contrôle étatique du marché de la cocaïne ? Ça serait uniquement sur un plan de la cocaïne synthétique. Mais ce qui est certain, Julio Calzada, le ministre, me l'a dit, c'est que sur un plan politique, le pays n'était pas prêt à faire ce pas-là. Même si en filigrane, l'Uruguay sait qu'un jour, il va contrôler tous les marchés des drogues. Et ça, c'est qu'un premier pas. Mais oui, parce que c'est le seul moyen d'endiguer la mafia, la violence, les morts et une vie parallèle, une vie sociétale, parallèle dans la société, une vie qui produit énormément de problèmes qui sont sévères. On le voit au Mexique, on le voit au Honduras. C'est terrible. Il y a pratiquement plus d'État parce que les mafias des drogues ont pris le pouvoir. Et l'Uruguay a fait le pari de ne pas devenir comme le Mexique, de ne pas devenir comme le Honduras ou d'autres pays. Ils ont des dirigeants plus intelligents, c'est ça ? Qu'est-ce qui fait que l'Uruguay peut prendre ce cap-là ? Alors déjà, ce ministre est extraordinaire, mais les autres ministres aussi, j'en ai rencontré quelques-uns. Il y a une dimension politique de prise de conscience avec ce pouvoir-là qui peut changer à travers le temps. C'est un jeu politique. Tout est interprétation, donc faut pas l'oublier sur un choix sociétal. Mais il y a une modestie uruguayenne. Moi, je suis assez séduit par ce pays. Comme ça, on s'y sent bien. Et véritablement, on voit quel chemin reste encore à faire. Donc votre recommandation en 2 mots à l'OFSP par rapport à votre expérience uruguayenne, on doit s'en inspirer, c'est ça ? Non, on doit suivre ce qui s'y passe, parce que forcément, il y aura une richesse d'enseignement là derrière. Une richesse d'enseignement, on a un vrai laboratoire là, et puis si on peut y participer, donc être dans le laboratoire, c'est bien mieux qu'en simple observateur. Et l'Uruguay nous ouvre les portes, l'Uruguay nous dit, mais venez, on a besoin de votre expertise, on sera encore plus fort avec vous pour préparer le futur. C'est ça un plan politique d'un pays quand il choisit ce virage-là.